Mesdames et messieurs, bonjour. On nous annonce que Madame Grégoire aura quelques minutes de retard, 5 ou 6 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se présente, qu'on commence la conférence, et on laissera à ce moment-là la ministre s'exprimer pour un quart d'heure. Alors je suis Olivier Magnan, rédacteur en chef d'un mensuel économique qui s'appelle Éco-Réseau Business, qui plonge dans les aventures entrepreneuriales et qui essaye de prendre toujours du versant positif la crise actuelle pour vous apporter des témoignages sur la vie d'entreprise. Alors, toute entreprise, tout secteur confondu. Pardon. Alors aujourd'hui, les organisateurs nous ont donné un peu de mal parce qu'ils ont mêlé dans cette conférence à la fois les services à la personne, les services à domicile et puis la silver economy en général. Alors ça fait un gros marché. Je pense que dans quelques instants, Michael Carré de Merci Julie essaiera de nous montrer un peu à quoi ressemble ce marché très hétérogène. Que vous dire d'autre en attendant la ministre ? Le mieux, on va en profiter, parce que c'est toujours un peu de temps passé et qui nous est compté. Je vais demander à chacun des intervenants de se présenter, alors sous forme de pitch, votre société et son objet. On commence par Michael Carré. Bonjour, je suis ingénieur centralien et biologiste et je me suis d'emblée passionné pour tout ce qui est entrepreneuriat et économie sociale et solidaire. J'ai 5 entreprises créées à mon actif dans le secteur, entrant toujours en résonance avec mon ADN, qu'on pourrait résumer sur le triptyque impact social, digital et innovation. Depuis 20 ans, je m'investis beaucoup dans le secteur associatif et la structuration de notre écosystème, notamment en tant que premier secrétaire général de Soliage, qui est devenu la Silver Valley. J'ai publié plusieurs ouvrages dans le domaine et je porte aujourd'hui la casquette de président de Merci Julie, que j'ai cofondé en 2016, qui a été reconnu d'utilité sociale en 2018. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, et qui regroupe 60 salariés sur le territoire aujourd'hui en tant que principal cabinet d'ergothérapie français. Arnaud, vous me disiez quand on préparait la conférence que vous aviez décompté quelque chose comme 15 millions de plus de 70 ans. 15 millions de plus de 60 ans, ça fait un énorme marché, tout ça. Ouais, mais alors, je vous laisse vous présenter et nous expliquer un peu comment vous le voyez. Ça marche. Donc, Arnaud Dugluet, moi, dans une autre vie, au siècle dernier, j'ai créé une société qui est devenue leader français dans l'informatisation des services d'aide et de soins à domicile pour les personnes âgées. J'ai toujours accompagné ce secteur-là. Je participe encore à sa modernisation et à sa modélisation numérique, en tout cas aux changements sociétaux qui se profilent. Et à ce titre-là, effectivement, on reviendra tout à l'heure sur le fait que la définition quand on parle de silver economy, c'est quoi la silver economy ? Est-ce que c'est juste le 1 200 000 de Français dépendants ? Et encore, c'est quoi un Français dépendant ? Ou est-ce que c'est les 15 millions de Français qui ont plus de 60 ans ? Et je pense que c'est plus près des 15 millions de plus de 60 ans que des 1,2 million de personnes dépendantes. Alors, on y revient dans un instant. Madame Duplat, Corinne Duplat. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, 15 millions de personnes de plus de 60 ans. Alors, je me sens un petit peu visée bientôt. Qu'il dites-vous n'est-ce pas ? Même s'il y a des signes extérieurs de jeunesse. Exactement. D'autant plus que j'œuvre pour les services à la personne depuis 28 ans. Je suis directrice générale du réseau Les Menus Services. Nous sommes spécialistes en France du portage de repas au domicile de personnes âgées qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus cuisiner chez elles. Et j'ai l'honneur d'être vice-présidente de la FEDESAP, la Fédération des entreprises de services à la personne et de proximité. Donc je viens parler de grand âge et je viens parler de fédération et de lobbying. Parfaitement. Merci. Madame Marie-Laure Mani-Barceau. Alors, déjà, Marie-Laure, non. Anne-Laure. Anne-Laure. Le gros dilemme des personnes qui ont des prénoms composés, on sait de quoi on parle. Voilà, donc mais non, j'aimais bien Anne-Laure. Marie-Laure. Bon, c'est pas grave. Anne-Laure, c'est plus mais joli. Anne-Laure, c'est pas mal. Bonjour à tous, donc je suis Anne-Laure Mani-Barceau. Moi, je représente un système, un modèle dans les services à la personne qui est malheureusement peu connu et pourtant qui gagne à l'être. C'est le modèle des coopératives. On va aussi parler ensemble de la transformation digitale, puisque la coopérative que je représente, qui est donc Accessap, œuvre également beaucoup pour la transformation digitale dans le secteur des services à la personne. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, on va s'attacher aussi à parler un peu plus des services à la personne dans le sens famille
et non pas nécessairement personnes dépendantes ou populations plus âgées, puisque les services à la personne s'adressent, comme tout à chacun le sait, à aussi beaucoup de Français qui ne font pas partie des 15 millions des plus de 60 ans. Voilà. Merci. Damien Cacaret. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, ça fait quelques années que je suis dans le secteur du médico-social, on va dire. Je suis entrepreneur dans les services à la personne depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, je suis directeur délégué des activités seniors pour le groupe WeCare, donc qui est le groupe leader dans les services à la personne en France et en Europe. Et j'ai aussi d'autres mandats. Et aujourd'hui, je suis là au titre de président donc, de Silver Valley, parce que WeCare est adhérent de Silver Valley. Et donc, j'étais au conseil d'administration et j'ai été nouvellement élu et ravi d'avoir pu prendre cette mission. Et donc Silver Valley, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est devenu et va fêter sa 10e année en 2023, le premier pôle de l'innovation et de l'entrepreneuriat dédié à la longévité, donc à la société du vieillissement. C'est une organisation qui fédère aujourd'hui plus de 300 adhérents qui vont du porteur de projet dans la Silver Economy jusqu'au grand groupe. Donc c'est toutes ces innovations, ces changements de services, de produits que les entreprises souhaitent faire peuvent passer par la Silver Economy pour être confrontés avec tout un panel de services qu'on met à disposition de nos adhérents et de nos organisations pour pouvoir s'adapter à cette société qui aussi change, évolue. On va en parler très, très vite. Complètement. Le thème de la conférence, c'est entreprendre et réussir dans les services à la personne. Donc je suppose que nous avons affaire à des entrepreneurs ou à de futurs entrepreneurs du secteur. Nous essaierons d'être le plus concret et le plus instructif possible dans ces domaines. Alors évidemment, je dois meubler un tout petit peu avant que la ministre n'arrive. Ça tombe bien parce que j'ai quelques petites annonces à passer. La première, c'est que Ecoréseau Business, le magazine, a un stand sur le salon où nous interviewons pendant les 2 jours quantité de chefs d'entreprise. Donc si vous avez l'occasion de nous rejoindre, n'hésitez pas. Et ces interviews seront enregistrées et diffusées sur ecoreseau.tv. Donc vous pourrez les retrouver à ce moment-là. Et justement, à ce propos, j'ai 2 annonces pour vous, le public. D'abord que les conférences, celles-ci et les autres, sont enregistrées en audio et elles sont audibles sur le site du salon dans les semaines à venir. Bonjour Madame la Ministre. Et dites-nous, vous nous direz si vous avez aimé la conférence. C'est important pour perfectionner ensuite nos prestations sur #SalonSAP ou sur la page LinkedIn du site. Et c'est vraiment minuté au possible. Madame la Ministre, je vous invite à nous rejoindre pour 1 quart d'heure, si vous le voulez bien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Est-ce que j'ai le droit de baisser le laptop sans tout casser? Ah. C'est pas grave. On vous a vu. Vous avez appris tous les noms par cœur, je n'en doute pas. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Alain Bossetti, très sincèrement, je veux vous dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la 16e édition du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, mais aussi de la 10e édition de la Silver Economy Expo. C'est d'abord pour moi l'occasion de féliciter les organisateurs de ces salons, lesquels sont devenus au fil des années des événements annuels absolument incontournables et presque indissociables, soyons clairs, parce que le futur de la Silver Economy sera au cœur du futur des services à la personne et le futur des services à la personne est au cœur de la Silver Economy. Avant de poursuivre le cours de mon discours, je veux vous dire, c'est dommage, j'ai salué le président Alain Bossetti, donc pour la peine, je vous resalue. Je veux vous dire du plus profond de mon cœur, même si c'est rare que les politiques parlent de cœur,
la profonde admiration que j'ai pour vous toutes et vous tous. Et sans dévoiler des épisodes de ma vie qui relèvent de ma vie, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. Je crois que c'est une chance pour vous, mais aussi pour moi. Vous avez à vos côtés une ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, de la consommation, des professions libérales et des indépendants, qui sait ce qu'elle doit aux femmes et aux hommes qui s'engagent tous les jours dans les services à la personne. On s'engage souvent en politique par vocation. Moi, je me suis engagée en politique en mémoire de mon père. Et c'est grâce à des gens comme vous, des femmes et des hommes comme vous, que mon père, polytraumatisé, a pu vivre plus longtemps, a pu rester chez lui et être soigné dignement, a pu avoir le sourire de son infirmière tous les jours, qui était un rayon de soleil. Et je sais, indépendamment des politiques publiques, mesdames, messieurs, et je vous rassure, je vais rentrer dans le dur juste après, mais les politiques sont aussi des hommes et des femmes avant d'être des ministres. Je veux vous dire qu'à l'origine de mon engagement politique, il y a l'immense admiration que j'ai pour les femmes et les hommes, comme un certain nombre d'entre vous, qui tous les jours se lèvent pour aller aider les autres. Et au-delà d'avoir soigné mon papa, vous lui avez donné des années de plus à vivre. Aucun mot ne qualifie ce supplément d'âme et de temps que vous avez su apporter à un homme abîmé et où l'ensemble des services de l'État, des CCAS aux associations, de l'hôpital aux libéraux, personne ne l'a laissé tomber. Et si je n'avais pas été, moi, fille unique, aidante, accompagnée par des associations exceptionnelles de service à la personne, je ne m'en serais pas sortie. Et jamais je n'aurais été devant vous à parler en tant que ministre aujourd'hui. Je veux vous le dire, parce qu'avant, j'ai été en charge de l'économie sociale et solidaire. J'y ai découvert, bien sûr, des acteurs incroyables, les associations, les coopératives. Je parlais encore il y a quelques minutes avec l'UDES. On entend beaucoup de gens qui parlent fort. On entend moins ceux qui font tant, souvent silencieusement, pour les autres et souvent dans des conditions pas faciles. Et je veux vraiment vous dire à quel point c'est un honneur pour moi d'être là, à quel point j'ai la mémoire de mon père qui est là à nos côtés et qui, au tréfonds de mon cœur, me dit juste, dis-leur merci. Juste merci. Toujours délicat de reprendre le cours de son discours après, mais je vais y arriver. Et il est assez raccord, mon discours. Il y a des évidences qu'on n'entend pas assez. La notion de service, de contact humain, de chaleur humaine auprès des personnes âgées, auprès des personnes dépendantes. La notion d'économie, de marché, d'entreprise, dans ce qui relève des services à la personne. Et j'ai souvent l'impression qu'un concept a besoin de l'autre pour expliquer de l'un tout le potentiel économique, de l'autre tout le potentiel social. Et c'est pourquoi je suis, au-delà de mon admiration, d'autant plus heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, au-delà du plaisir que j'ai à me retrouver auprès de vous, auprès d'acteurs de terrain, parce qu'il m'est proposé d'ouvrir l'une des séquences des grands rendez-vous, et je vous en remercie, celle qui est consacrée à l'entrepreneuriat. Pour la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, évidemment, la question de l'entrepreneuriat, elle est centrale. Et quand la ministre des PME parle d'entrepreneuriat, elle ne pense ni aux grands capitaines d'industrie, ni aux jeunes start-upers. Elle pense d'abord et avant tout aux petits indépendants, je vous rassure, dont j'ai été. Et je suis toujours petite, donc moins indépendante, mais toujours petite. Mais ça aussi, c'est important que vous sachiez que j'ai été indépendante. On n'est pas si nombreux dans le gouvernement à avoir un jour monté sa TPE, payé sa CFE, déclaré son URSSAF, déclaré sa CIPAV. C'est même des tests que je fais, blind test, je vous rassure, au sein du gouvernement, pour voir qui sait ce qu'est un indépendant, qu'est-ce que la CIPAV. Je ne vous cache pas que j'ai souvent des silences. Chance ou malchance, vous n'aurez pas à m'apprendre ce qu'est être indépendant. J'ai eu la chance de l'être et j'en ai connu les difficultés. Et même si l'année dernière, une étude intéressante démontrait que
30% des Français s'inscrivent dans ce qu'on appelle assez doctement la chaîne entrepreneuriale du pays. Qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on parle d'entrepreneuriat ? Ça veut dire à peu près qu'un Français sur 3 a en tête, a en projet, est en train de créer sa petite et pourquoi pas sa grande entreprise. En réalité, c'est un chiffre impressionnant si on rapporte cela au nombre d'actifs. Ça concerne des millions, voire plus de 10 millions de personnes. Et c'est d'autant plus impressionnant que ça caractérise une tendance structurelle au cœur de l'évolution des Français qui sont de plus en plus en faveur de l'entrepreneuriat avec ses difficultés, de l'indépendance avec ses défauts, mais aussi ses immenses qualités. Il ne s'agit pas que d'un potentiel. En 2021, après la période terrible que nous avons connue, où là aussi, je sais ce que nous vous devons, c'est en 2021, de toute l'histoire de France, notre pays n'a jamais vu autant de création d'entreprises. De toute l'histoire contemporaine de ce pays. Ce dynamisme entrepreneurial français, il reflète à la fois une forme de confiance dans l'avenir, quoi qu'on puisse lire dans les journaux, et une vraie dynamique créatrice dans notre pays. Cette dynamique, la ministre des PME que je suis, sait qu'elle peut aussi la devoir à certaines législations emblématiques dans des secteurs particuliers. Je veux ici bien sûr faire référence à la loi fondatrice du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et au travail de l'immense ministre Jean-Louis Borloo. Cette loi voulue, conçue, portée par Jean-Louis Borloo, elle a permis la structuration d'une filière entrepreneuriale de services à la personne qui, depuis, grâce à vous, a démontré bien sûr son dynamisme, mais aussi son immense résilience. La question posée aux intervenants de votre conférence, comment entreprendre et réussir dans les services à la personne et la silver economy, est d'une très grande pertinence. Non seulement quand on mesure l'ampleur du développement des entreprises, particulièrement dans les services à la personne, plus de 58 000 organismes, entreprises et associations de services à la personne en 2022, 1,3 million d'emplois au moins qui structurent les territoires, une dynamique de croissance qui se traduit par la création chaque année de plusieurs milliers d'entreprises, 6 000 entreprises créées en 2021, et même au cœur de la pandémie, même dans l'enfer des confinements, 4 600 entreprises de services à la personne, TPE, PME, créées en 2020. S'il fallait un chiffre pour démontrer la résilience, mes paroles sont bien vaines à côté de ces chiffres qui démontrent la résilience du secteur. N'est-ce pas ? Nous sommes d'accord. Parce qu'il y a aussi les services à la personne des petits. J'ai découvert ça depuis la fin d'année dernière. Et heureusement, là aussi, accessoirement, merci et heureusement que vous êtes là. Aussi. Mais c'est aussi important de rappeler la pertinence de votre questionnement quand on sait que le potentiel de développement dans les années à venir s'illustre par les prévisions de création d'emplois dans le secteur qui sont incroyables. Pas moins de 300 000 estimations de création d'emplois à l'horizon 2030, une demande massive d'emplois d'auxiliaires de vie et une tendance structurelle, c'est l'histoire de la vie, un vieillissement de notre population, vous le saviez tout aussi bien que moi. Les services à la personne ont à ce titre un rôle absolument déterminant, bien sûr au plan économique, je l'ai dit, mais je reviens, sans vous y cantonner, vous avez bien remarqué que je suis la ministre des PME, mais je veux revenir aussi sur votre rôle social, sociétal, oserais-je dire résolument humain, qu'il est toujours difficile de quantifier au plan économique, qui vaut tous les euros du monde et dont j'ai l'honneur de savoir ce qu'il représente. Votre rôle social pour parvenir, et ça n'est pas facile, je le sais aussi, pour parvenir à répondre ensemble à la priorité donnée par le gouvernement, qui est une priorité de bon sens, au maintien à domicile tant attendu de nos concitoyens. Il faut l'avoir vécu pour le savoir, mais comme je l'ai vécu, j'ai cette expérience. Il faut le dire autour de nous. Quand je dis que vous donnez du supplément d'âme et du supplément de vie aux gens que vous accompagnez, ça n'est pas que le ressenti d'une femme et d'une fille qui accompagnait son père, c'est aussi le ressenti d'une aidante qui, par 2 fois frappée dans son entourage par le cancer, a beaucoup discuté avec des oncologues. Vous donnez du supplément de vie aux malades, et un malade en rémission démultiplie ses chances de se remettre dans les 5 ans à venir quand il rentre chez lui. Il y a beaucoup d'oncologues qui le disent,
qui s'évertue à le faire savoir. Et bien sûr, au-delà du rôle économique, c'est ce rôle social, de supplément d'âme et de supplément de vie que vous apportez au quotidien à celles et ceux qui souffrent pour un moment ou pour toujours. On ne relèvera ce défi que si tous, les acteurs, les entreprises, mais aussi l'État, sont en mesure de déployer pleinement votre offre, votre accompagnement sur l'ensemble du territoire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail. Et d'offrir aux intervenants des conditions de travail décentes et attractives. Je vous rassure, je sais aussi qu'il y a beaucoup de travail. Les personnes bénéficiaires le méritent. Vos salariés et les indépendants que vous êtes aussi. On ne fera pas une économie de l'humanité en faisant des économies sur l'humain. Je ne crois pas avoir besoin de le répéter encore. Je vais vous dire juste à quel point vous pourrez compter sur mon soutien absolu pour porter cette ambition. Depuis plusieurs années, même si ça a été un peu long, je vous l'accorde, on a avancé, on a fait plusieurs avancées majeures pour le secteur avec la mise en œuvre du dispositif d'avance immédiate du crédit d'impôt service à la personne. Après une période d'expérimentation engagée depuis 2020, ce dispositif est généralisé, il se déploie de manière phasée, en commençant par les activités de vie quotidienne et va s'étendre progressivement à la garde d'enfants et à l'aide aux personnes âgées et handicapées. Il permet, comme vous le savez, de recevoir ce crédit d'impôt qui peut représenter jusqu'à 50% du coût des prestations dès le paiement de celle-ci. Cette réforme, elle contribue à encourager le recours à des services à la personne pour les ménages. Et oserais-je dire, parce que à défaut de m'occuper de mon père qui n'est plus là, j'ai la chance de m'occuper de ma fille, cette réforme, elle est indispensable aussi pour que nos compatriotes les plus fragiles n'aient pas à renoncer à des accompagnements sous des prétextes d'avance de trésorerie qui seraient trop lourdes à assurer pour eux. Donc c'est une mise en œuvre phasée, mais que je suis de près, qui est indispensable aussi pour faire en sorte que, je dirais, peu importe vos moyens, on puisse chacune et chacun accompagner dignement nos entourages. Il y a eu aussi la fixation d'un tarif national plancher pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées. Initialement fixé à 22 €, il sera porté à 23 € en 2023. Et durant les premiers mois de ce quinquennat, notamment lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, le gouvernement a poursuivi, je pense que vous l'avez vu, avec détermination son soutien au secteur des services à la personne, en repoussant avec vigueur des amendements qui auraient eu des conséquences sur le périmètre du crédit d'impôt service à la personne et qui auraient pu très clairement déstabiliser l'ensemble du tissu économique du secteur et mettre en péril les emplois. Les choix, les priorités du gouvernement au plus haut niveau sur ce sujet sont extrêmement clairs. Au regard des évolutions sociétales, 17 ans après la loi Borloo, il m'apparaît néanmoins qu'une réflexion pourrait être initiée avec vous, si vous l'acceptez, avec les différents acteurs, pour faire évoluer la réglementation dans l'objectif de consolider le modèle économique des entreprises du secteur et de favoriser encore le développement, la pluralité de l'offre, notamment à destination des publics les plus fragiles. Et oui, très clairement, dans le cadre de cette réflexion, il me semble indispensable que des mesures de simplification soient débattues. Il y a encore du travail. Je pense au possible assouplissement de la CAE, la condition d'activité exclusive, que vous êtes nombreux à solliciter à juste titre. Cet assouplissement pour offrir aux entreprises de services à la personne des opportunités économiques hors du champ des services à la personne. Une telle disposition permettrait, je le crois vraiment, de lever un frein identifié au développement du secteur en renforçant son attractivité, sa diversification, notamment pour les plus petites entreprises. Je pense aussi à la faculté d'assurer un égal accès pour tous les services à domicile aux appels à projets sans critères d'éligibilité, susceptibles d'entraîner une fermeture asymétrique du marché au détriment de certaines formes juridiques. Je pense enfin que pourrait être facilité le développement d'une offre numérique par tous les acteurs qui le souhaitent. Vous êtes un certain nombre au cœur de ce salon, que j'ai eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre à prendre ce virage, aussi pour aider les aidants, pour tenir compte à la fois des forts besoins de recrutement dans le secteur de l'aide à domicile, mais aussi des innovations technologiques qui offrent des perspectives concernant la pleine couverture de notre territoire, en particulier des zones reculées qui souffrent
aujourd'hui d'un déficit d'offres. Je ne doute pas que vous allez en parler à l'occasion de votre conférence et plus largement durant ces 2 séjours de salon. C'est une invitation que je voulais vous lancer avec mes collaborateurs, que je remercie parce que une bonne ministre, c'est comme un bon entrepreneur. Si vous n'êtes pas bien accompagné, vous n'êtes pas une bonne ministre. Et je peux vous dire que les services à la personne sont dignement portés au sein du cabinet. Et si vous l'acceptez, je vous propose de poursuivre ensemble ces réflexions dans les prochaines semaines pour examiner ces différentes pistes d'évolution, notamment sur la condition d'activité exclusive dont je viens de vous parler, pour pouvoir passer à l'acte rapidement. C'est ça aussi, entreprendre. C'est aussi vous aider de mon côté en tant qu'entrepreneur à dégager les difficultés et à simplifier les dispositifs qui sont encore trop complexes. J'ai énuméré ici beaucoup de chantiers qui peuvent paraître pour certains, pas vous je pense, mais pour certains techniques et parfois même antinomiques avec l'idée qu'on se fait de l'entreprise et de ce verbe entreprendre. Mais le verbe entreprendre, vous me l'accorderez, c'est un verbe irrégulier. Un verbe irrégulier qui aurait bien besoin d'un peu de régularité. C'est à l'État d'apporter ce cadre régulier, sécurisant. C'est à vous de le construire avec nous. Vous l'avez déjà extraordinairement commencé. Je sais combien les Français comptent sur vous au quotidien. Et j'aurais, en guise de conclusion, au-delà des ouvertures et de l'invitation que je vous ai faites à avancer ensemble, au-delà des quelques mots que je vous ai adressés avec le cœur fort de toute l'admiration sincère que je vous porte, un seul mot pour conclure. Les Français comptent sur vous. Vous pouvez compter sur le gouvernement. On sera là. On va continuer à déblayer le chemin des services à la personne. Et comptez sur moi pour vous accompagner tant au plan économique qu'au plan social et sociétal. Vous le méritez. Et vous forcez très sincèrement mon admiration. Je ne serai pas plus longue. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent salon sur 2 jours. C'est bourré d'innovation. C'est passionnant. Et je vous dis à très bientôt, parce que je ne doute pas que vous répondrez, du moins je l'espère sincèrement, favorablement à l'invitation que je vous fais pour, dans les prochaines semaines, continuer à avancer sur tout ce qu'il nous reste à faire au service des autres, au service de l'autre, puisqu'au final, les services à la personne, si on devait les résumer en un seul mot, je n'aurais qu'un mot, trop rare dans notre civilisation, l'altérité. Je vous remercie. Je vous remercie à mon tour, Madame la Ministre, pour les propos sensibles que vous avez tenus et les perspectives très concrètes que vous avez développées. Merci encore. Je dois vous abandonner pour aller aux questions d'actualité au gouvernement. Je m'en excuse. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon atelier et 2 jours passionnants. Madame la Ministre, chère Olivia, juste, je ne vais pas faire de discours. Ça fait 20 ans qu'avec Marie-Pierre, nous organisons des salons. Des discours de politique, on en a écouté, parfois subi. Merci. C'est la première fois que je vois un politique fendre l'armure comme ça, que je vois des gens à la tribune qui ont des larmes qui coulent. Moi, je me fais également couler quelques larmes. Et merci d'être là et de votre soutien. C'est mon père qu'il faut remercier. Merci à vous. Eh bien voilà une excellente introduction. Franchement, on est dans le bain, hein, on est vraiment sensibilisé au possible. Et la gageure que je vais demander à Michael Carré de tenir, c'est de, effectivement, sur les propos de la ministre, revenir sur ce fameux marché hétérogène du service à la personne, de la silver economy en général, pour essayer de nous camper un peu le décor. 3 minutes, gageure, Michael. Gageure, en effet. Si j'essaie de partager un petit peu ma vision, comme on l'a entendu dans le propos liminaire de chaque intervenant, on a entendu parler de service à la personne, et pas que pour les personnes âgées ou en situation de handicap. On a entendu parler de médico-social. On entend parler aussi de silver economy. Donc effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a des marchés, pas un marché, mais des marchés, il y a des filières avec des niveaux de maturité, des niveaux de structuration très différents.
Et donc pour moi, c'est plutôt des univers connexes à considérer par leurs interactions, leur complémentarité. Bon, côté service à la personne, il y a des experts bien plus impressionnants que moi autour de la table, mais on est sur un marché, à mon sens, mature. Je pourrais résumer comme ça, avec des acteurs qui sont variés, aussi bien par leur typologie que par les activités qu'ils adressent, puisque ça va du ménage à la garde d'enfants, au soutien scolaire, en passant par le bricolage ou encore l'assistance informatique. Et donc, comme Anne-Laure le disait tout à l'heure, on n'est pas du tout que sur les populations âgées ou handicapées, mais bien effectivement sur la famille, les enfants et autres. La vie quotidienne. Moi, je parle de qualité de vie, donc vous voyez, c'est les deux pans de la même médaille. Mais en fait, vous avez raison, on est aussi sur une problématique sociale, voire même sociétale, qui n'est pas que le vieillissement de la population, qui est aussi sur ce fameux équilibre vie pro, vie perso, dont on entend beaucoup parler. On les représente, je pense qu'on les représente plutôt bien, mais il y a aussi le travail des femmes, qui joue énormément aussi dans l'apport des services à la personne au quotidien. Donc c'est vrai que tous les services de la vie quotidienne vont aussi répondre à un autre enjeu social et sociétal qui est ce rapport vie pro, vie perso, et comment est-ce que, on arrive à donner à un expert, par exemple, entretenir son jardin, c'est toujours mieux fait quand, même si on est passionné par un expert du paysagisme, et aussi dédier mon temps à autre chose qu'à jardiner, faire du ménage, où je ne peux pas garder mon enfant, je vais avoir besoin d'une assistante pour cela, enfin d'une assistance. Et c'est aussi répondre à ces enjeux, comme vous le disiez à l'instant. Dans le même état d'esprit, à un moment, on entendait souvent en conférence, il ne faut pas confondre le design for old avec le design for all. On est vraiment sur des sujets qui peuvent adresser toute la population, alors française en l'occurrence, ou européenne, pardon, pour certains des acteurs autour de la table. Mais bon, ce qu'on peut dire en fait, pour faire après un peu le lien entre les différents écosystèmes ou univers, c'est qu'il y a des activités, des services à la personne qui sont quand même plus focus ou qui adressent majoritairement des populations âgées ou en situation de handicap. Évidemment, le maintien, alors moi je préfère dire soutien à domicile, la téléassistance, le portage de repas, bon, enfin, vous en parlerez mieux que moi. Côté Silver Economy, je parle avec des pincettes et sous votre couvert aussi, mais je parle plutôt de filière encore en structuration, qui est marquée par une concentration de petits acteurs, beaucoup de start-up encore, essentiellement B2C, donc ils sont plutôt grand public, et qui se sont spécialisés sur tous les besoins, les envies, les contraintes de ces populations fragilisées par l'âge, une situation de handicap, voire une maladie chronique, puisqu'il faut aussi voir un peu plus large, diabète, obésité ou autre. Il peut s'agir de questions de sécurité, de communication, lien social, peu importe comment on l'appelle, bien sûr de santé. Mais moi, ce que je note depuis 15 ans comme évolution assez intéressante, c'est qu'on est passé d'une proportion très importante d'acteurs qui étaient très portés techno, ce qu'on appelait à l'époque les girons technologie, à beaucoup plus d'innovation servicielle, avec des focus de plus en plus importants sur des notions qui moi, me séduisent beaucoup, de mobilité, de qualité de vie, donc qui veulent pendant ce que vous disiez tout à l'heure, ou également, autant que possible, ça reste un petit peu compliqué, d'aide aux aidants. Et il ne faut pas non plus, pour terminer, oublier la part grandissante de toute la thématique de l'adaptation du logement, qui, sur certaines entreprises comme la mienne, merci Julie, on s'est vraiment spécialisé sur ces questions-là, et ça devrait cette thématique devrait connaître un essor assez fort dans les prochaines années, notamment grâce au déploiement de MaPrimeAdapt, dont vous avez sûrement entendu parler les uns et les autres, à partir de janvier 2024. Mais ça montre bien, entre ce qu'évoquait la ministre, qui était très portée service à la personne, ce que j'évoque là, on est sur des champs divers, pluriels, polymorphes. C'est pas simple, mais c'est en travaillant aussi ensemble, les uns et les autres, à la fois, donc c'est de façon matricielle aussi sur cette partie structuration, organisation, scope ou autre, qu'on va peut-être réussir ensemble à relever les enjeux sociétaux dont on parlait à l'instant. Merci Michael. Arnaud Dugluet, vous avez vous aussi une vision globale puisque la numérisation de tous ces services est votre quotidien. J'oserais un jeu de mots abominable, mais vous êtes un peu le Einstein de la numérisation puisque votre entreprise s'appelle MC2 et que vous l'avez voulu telle. Alors, à vous, même défi en quelques minutes, de nous décrire un peu ce paysage extraordinairement hétérogène de la silver economy. L'économie des cheveux d'argent, comme on dit en français. Moi, je suis rentré dans ce secteur-là par la création d'une société en 1988, avec
2 amis, 3 amis donc, que j'avais rencontrés, ça faut faire sur eux, mais au service militaire. Ça peut vous dire si on va parler de silver economy. En fait, moi, ce qui me marque à chaque fois, et c'est un secteur dans lequel j'évolue depuis plus de 20 ans, vraiment que j'adore, et j'ai vu les évolutions, j'ai vu les transformations. Et moi, j'aime bien quand on parle et quand je vois des gens qui veulent créer des boîtes là-dedans, etc. D'abord, il ne faut pas vous sentir obligé de créer une boîte. Il y a plein d'autres métiers que créer une boîte. Créer une boîte, c'est pas il faut être porté, quoi. C'est pas une fin en soi, créer une boîte. Il y a des gens qui s'accomplissent très bien sans créer de boîte. Bon. Ensuite, une société, une entreprise, c'est quoi? C'est un produit, un client, une facture, un règlement et des équipes pour faire tourner ça. C'est tout. La silver economy, c'est quoi? Un vieux, aujourd'hui, c'est quoi? Moi, quand j'avais 20 ans, je disais, oh là là, à 30, 35 ans, ouais. Quand j'avais 30 ans, c'était 40 ans. À 40 ans, je me suis dit, bon, c'est 50. Et maintenant, je dis plus rien. Bon. Tu as dit un truc tout à l'heure, très juste. Il y a un continuum de vie. Si vous adressez, hormis les personnes dépendantes, aujourd'hui, en France, il y a 1 200 000, 1 300 000 personnes dépendantes. C'est quoi une personne dépendante? C'est une personne qui est classée par un GIR entre 4, 3, 2 et 1. C'est la définition administrative d'une personne dépendante. Si vous adressez ce marché-là, des GIR, et encore des GIR 3, 2 et 1, ok, là, on segmente, on est sur on adresse spécifiquement des personnes et des tranches de population avec des usages particuliers. Mais autrement, si vous vous cassez la figure dans la rue tout à l'heure, la canne que vous allez acheter, que vous allez prendre à la pharmacie, c'est la même que celle que vous allez avoir à 85 ans. Est-ce que vous achetez une voiture pour les vieux ou est-ce que vous achetez une voiture parce qu'elle affiche plus grand les trucs, etc. Regardez, moi je porte des lunettes, j'en porte depuis 7-8 ans maintenant. Oui, c'est un signe d'âge, mais il y a plein de gens ici qui portent des lunettes pour d'autres problèmes que ça, quoi. Que ma presbytie qui touche tout le monde. La prochaine paire de lunettes, moi c'est un labrador parce que plus ça va, je vois plus de près. Mais comme tout le monde, enfin, je veux dire, c'est un continuum de vie, quoi. Et ça, c'est hyper important. Développer un secteur, développer un produit, c'est bien ça. Il faut bien avoir ça en tête. En plus, tout à l'heure, on parle d'économie, de services numériques et de services numériques, etc., etc. Alors, merci pour la comparaison avec Einstein, que je suis très, 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 très loin. Alors, la société s'appelle Arch MC2, mais le MC2, c'est pour Médicis et Citizen, qui sont la réunion de 2 sociétés fois au carré. Donc, quand on équipe au quotidien des structures d'aide et de soins à domicile en outils numériques, et on équipe des aides à domicile en outils de télégestion. La télégestion, c'est dans une autre vie, l'aide à domicile, elle arrivait, elle faisait signer « Bonjour madame, j'arrive à midi, je pars à 14h, je machin, etc. » Et puis tous les mois, on signait, on ne savait plus les heures qui étaient faites, on ne savait plus par qui, on ne savait plus comment, machin, etc. La télégestion a remplacé tout ça et a organisé tout ça. Comment les aides à domicile discutent entre elles de leurs clients ou de leurs patients, ou de leurs, j'aime moins le terme usagers, mais de leurs bénéficiaires? Comment ils discutent entre elles? Ils utilisent WhatsApp. Filiale de qui? Facebook, pardon, Meta. Je ne suis pas sûr que ce soit voulu, quoi. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Non. Si vous luttez contre ça, vous perdrez. Donc en fait, cet outil-là, il faut l'utiliser, il faut s'en servir, mais il faut construire autour des usages. C'est les usages qui dictent. Ce n'est pas un arrêté gouvernemental. Ce n'est pas une loi qui dicte. Ce sont les usages. Qui a choisi Word comme logiciel de référence dans les traitements de texte? Ce n'est pas une loi. C'est arrivé comme ça, quoi. C'est les usages qui font qu'ils transforment. Et là, la Silver Eco, le truc génial, c'est que la génération... Moi, j'aime bien dire que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. La génération Facebook, elle arrive à la retraite. Je vous dis, il y a 15 millions de Français depuis 60 ans. Elle arrive à la retraite. Quand cette génération-là va encore avoir 50 plus, ça va transformer numériquement le secteur, les usages, les besoins. Et ça, là-dessus, il y a un vrai truc, il y a un vrai challenge. Nous, la société que j'ai la chance de présider, de co-présider, on est en plein là-dedans, en plein dans des changements. Aujourd'hui, vous avez des clients ou des usagers, des bénéficiaires de prestations qui vont commencer à noter leurs prestataires. C'était inconcevable avant. Et maintenant, si, parce qu'il y a un usage qui se fait, parce qu'il y a des aidants, parce que, etc., etc. Et si vous dites « Ah non, c'est pas bien », vous perdrez la partie. Les usages, c'est ça qui dicte. Bravo.
Merci Arnaud d'avoir tenu la distance. Au mépris de toute galanterie, je ne vais pas m'adresser aux deux dames toutes dans l'immédiat, mais à Damien Cacaret, qui est le président de Silver Valley. Exactement. Et vous vous définissez un peu comme la vigie du vieillissement. Alors, on a parlé des différents services, mais le troisième âge proprement dit, quelle est votre vision de son devenir et de son importance aujourd'hui? Alors oui, effectivement, donc, au sein de Silver Valley, on essaye d'avoir toujours une longueur d'avance pour être un peu cette vigie, donc d'être prospectif finalement sur l'évolution de cette société. Pour reprendre les propos d'Arnaud, effectivement, on est véritablement entré dans une transition démographique. Je ne vais pas revenir sur cette transition qui est à la fois très lourde d'un point de vue du nombre. On a une évolution qui est en cours, une démarche on parle de la vague des seniors. Donc on a un vieillissement de la population, ça c'est un fait. Vous savez que le nombre de personnes âgées dépendantes va doubler d'ici à 2040. Je ne vous parle pas du siècle prochain, je vous parle des 5-10 prochaines années. Donc véritablement, on a une transformation liée déjà à cette nombre, à l'évolution en quantité du nombre de seniors. Mais tout ça engendre, et c'est là-dessus que Silver Valley peut-être essaye d'avoir un éclairage, une transformation de cette société. Donc déjà, peut-être qui sont ces seniors finalement et de qui on parle? Donc ces personnes de 55 ans et plus. Alors vous allez me dire 55 ans, on n'est pas senior, mais c'est l'âge malheureusement à laquelle on commence à être confronté au vieillissement parce qu'on est aidant. Voilà, il y a 13 millions d'aidants en France et donc on part souvent de cet âge de 55 ans parce que c'est souvent à ces âges où on commence à toucher des problématiques d'aidance et donc être confronté à des situations de perte d'autonomie et de dépendance. Et donc ces seniors, eh bien, ils ont acquis une certaine résilience face à la vie et cette résilience, ils la mettent au profit aujourd'hui du bien vieillir. C'est ça qui est tout à fait nouveau dans cette transformation finalement sociétale. On a des seniors qui ont traversé des mouvements de forte contestation, mai 68 et autres, d'émancipation aussi, l'accès des femmes au travail, la loi Veil, je vais passer, des crises économiques, des crises politiques. Et bien tout ça, ces seniors, cette population qui arrive à l'âge de la retraite et qui va rentrer dans la dépendance, elle a véritablement acquis cette résilience, cette force qu'elles mettent au profit de leur bien vieillir. Et donc, on a des seniors qui sont des piliers, et on n'a pas peur de le dire aujourd'hui, véritablement des piliers de la société. Parce que, je vous l'ai dit, ils ont un rôle d'aidant, ils sont extrêmement engagés. Ce sont des seniors qui ont pour la plupart un engagement auprès de leur famille. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur l'étude, mais un senior sur deux est engagé auprès de sa famille, que ce soit pour des petits-enfants ou pour des ascendants. Donc il y a cet engagement très fort. Il y a des engagements aussi dans la vie citoyenne, locale. Là même, on a des seniors qui sont pionniers, finalement, des nouvelles formes de consommation, de vie. Les seniors sont les premiers à consommer local, à favoriser les circuits courts, à être véritablement dans le lien avec la proximité. Et c'est dans ce sens qu'on voit cette génération finalement qui va continuer à beaucoup apporter à la société et qui permettent de maintenir finalement dans une société qui, par les temps qui courent, peut être un peu en fragilité. On se rend compte qu'il y a un bloc très fort qui arrive en nombre. Ces seniors qui apportent finalement un véritable, je le développerai peut-être tout à l'heure, mais un amortisseur social très fort. Très bien. Je peux enfin me tourner vers vous, Corinne Duplat, directrice des menus services. On vient de poser les bases de ces marchés émergents titanesques. Je crois me souvenir dans notre conversation que vous disiez pour autant, il n'est pas question que n'importe qui, du jour au lendemain, se lance sur ces marchés-là. Est-ce que c'est... dites-nous exactement comment vous voyez les choses lorsqu'on désire se lancer. Bien, avec le recul, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais fêter bientôt 30 années de service à la personne. Quand on me demande pourquoi les services à la personne, qui n'existaient pas à l'époque, les services à la personne,
J'ai beaucoup aimé, comme nous tous, j'imagine, le discours de notre ministre et avec son papa. Moi, je voulais faire de l'aide à la personne âgée, du maintien à domicile, dans un secteur qui n'existait pas encore. Et je travaillais pour une grosse société, un grand groupe mondial à l'époque, et je disais toujours, je m'ennuyais, je ne savais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi. Venir vers ce secteur, je le dis souvent, tout le temps, on recherche, il y a une quête de sens, une vraie quête de sens. C'est un métier avec une très forte valeur ajoutée. On est le lien social, alors à tous les âges de la vie. Donc, bien entendu, on va créer, on va entreprendre, mais on va surtout aussi, on est un marché, on fait travailler beaucoup de personnes, d'intervenants à domicile, de tous âges, de tout profil, issus de toute nationalité, que l'on va recruter, adapter au poste de travail, monter en compétences. C'est une vraie mission. Et voyez, moi, quand j'ai commencé à travailler dans les services à la personne, à faire grossir ma structure, je n'avais pas mesuré à quel point j'allais accompagner aussi des personnes vers l'emploi et leur permettre de travailler vers des métiers qui ont une très forte utilité, vers une grande reconnaissance. Donc voilà pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas négliger cet aspect des services à la personne. On va rendre des services à des bénéficiaires, on va les aider dans leur vie quotidienne, qu'on parle de petite enfance ou qu'on parle du grand âge, mais surtout, on va permettre aussi à une grande partie de la population de travailler et de trouver du sens. La seconde chose que je vous exprimais, c'est qu'avec un recul de 30 années pratiquement de service à la personne, j'ai monté ma première structure de zéro. J'ai tout appris. Les autorisations, les déclarations, les contraintes, les avantages aussi, le crédit d'impôt, tout ça, j'ai tout appris sur le terrain. Mais aujourd'hui, là je prends ma casquette de franchiseur. C'est vrai que quand je pense aujourd'hui à ce marché qui est structuré, qui est très bien organisé, je me dis se lancer tout seul au coin de la rue, sans rien connaître de toute la législation. Et notre ministre l'a évoqué tout à l'heure, c'était peut-être obscur pour beaucoup d'entre nous, mais avec des spécificités, avec de réels avantages et contraintes aussi. Il faut être aguerri, il faut être accompagné pour moi. Je pense que c'est une très forte valeur ajoutée. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'un marché où l'on fait beaucoup pour l'humain, en lui rendant service à domicile et en le faisant travailler, et puis un marché qui a ses spécificités, qui a ses contraintes et qu'il faut comprendre et sur lesquelles il faut évoluer. Et peut-être tout le monde n'est-il pas au fait du mécanisme de la franchise elle-même. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment et pourquoi vous dites qu'il faut impérativement s'adosser à une enseigne pour pouvoir... C'est mon point de vue à moi. Comme étant toujours aussi vice-présidente de la FEDESAP, d'une fédération, il y a longtemps, quand j'ai monté ma première structure, je suis allée tout de suite trouver une fédération parce qu'il fallait que je comprenne mon métier. Donc j'ai appris de cette fédération. Aujourd'hui, j'espère que moi, je rends à cette fédération. Et si vous voulez, c'est la parole sur la franchise, c'est absolument pas de dire, même si je recrute régulièrement des futurs franchisés, on a aussi des succursales, mais c'est de dire, comprendre un environnement qui est celui-là, le nôtre. Quand on vous livre un clé en main en franchise où on vous explique ce que c'est justement une déclaration, une autorisation, quels sont vos interlocuteurs locaux, départementaux et ce dans quoi vous allez rentrer. Alors bien sûr, on pourrait me dire, moi je vais sur Internet et je vais chercher des renseignements, c'est facile. Non, on a des professionnels en fédération, on a d'autres professionnels qui sont par exemple des franchiseurs et tous les institutionnels qui nous accompagnent en local aussi, qui sont là pour nous faire justement accompagner nos bénéficiaires et nos collaborateurs en toute sécurité. Dites-moi, justement, dans la salle, est-ce que vous pourriez lever la main, vous qui êtes des indépendants complets dans ces marchés-là? Oui. Et maintenant, les franchisés. Il n'y en a pas beaucoup. Bon. Ça va? On est recrutés. C'est intéressant. Anne-Laure Mani-Barceau, mais de toute façon, je vais toujours estropier votre nom, que ce soit votre prénom ou votre nom. Mais bon. Alors, je vous rappelle, vous êtes directrice marketing et communication d'Accès SAP.
c'est une coopérative d'entrepreneurs indépendants du service à la personne. Exactement. Madame Duplat parlait de franchise, vous nous parlez de coopérative, donc vous allez un peu nous expliquer la différence entre les deux. Et puis nous dire comment vous vivez ce marché au quotidien. Alors, pour faire un parallèle à ce que vous présentiez à l'instant, effectivement, d'ailleurs, Madame la Ministre l'a dit tout à l'heure, le marché des services à la personne est encadré. Il y a une réglementation qui est, somme toute, assez, en tout cas, si ce n'est stricte, existante. Et donc, forcément, adresser ce marché devient forcément plus complexe qu'adresser un autre marché. Il est encadré pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on en a parlé très peu, alors que c'est quand même très important, c'est qu'il y a un crédit d'impôt de 50%, qui est depuis peu immédiat. Donc forcément, l'État est très généreux, mais encadre sa générosité. Et puis, il est aussi encadré parce qu'on va adresser à un moment donné des publics un peu plus sensibles que d'autres, sur la petite enfance, les personnes qui sont handicapées, ou bien âgées et dépendantes, comme on le disait tout à l'heure. Pour faire le parallèle donc avec ce que vous disiez tout à l'heure, on a souvent besoin, quand on est entrepreneur, d'être accompagné. Mais quand en plus on est entrepreneur dans le cadre des services à la personne, l'accompagnement est encore plus important, de par notamment ce cadre législatif et / fiscal qui reste important. Chez Accessap et de manière plus générale dans le modèle des coopératives de services à la personne, en plus d'accompagner nos adhérents, on leur facilite, et vous allez voir que là, au niveau du marketing, on a fait fort sur le nom de notre coopérative, on facilite l'accès aux services à la personne, Accessap, merci. Non, d'accord, bon, c'est pas grave, d'accord. Merci. On facilite l'accès aux services à la personne, à la fois pour les entrepreneurs, mais également pour les particuliers clients de nos adhérents. Si vous me permettez de prendre 5 minutes pour vous expliquer ce modèle, vous allez comprendre pourquoi. Donc on accompagne et on facilite le quotidien de nos adhérents qui restent des entrepreneurs indépendants. Ça, c'est très important pour moi de le signaler. Parce qu'en adhérant à la coopérative va simplifier le quotidien de chacun des entrepreneurs qui deviennent adhérents, puisque, tout à l'heure la ministre en a parlé, mais en tout cas la condition d'exclusivité n'est pas nécessaire dans le cadre de la coopérative, puisque la coopérative est déclarée service à la personne. Donc, en adhérant à la coopérative, vous n'avez pas toutes les démarches relatives aux autorisations pour Accessap, uniquement la déclération. N'est-ce pas un peu la même chose pour la franchise ? Je ne Sur suis ce point-là pas certaine. précis, hein, non ? Je ne suis pas certaine. En tout cas, pas pour le réseau, en tout cas que vous représentez. Non, parce que dans la franchise, le franchisé est aussi un commerçant indépendant. Il est immatriculé et il immatricule sa société. C'est sa société qu'il va déclarer ou autoriser. Donc, c'est pas le franchiseur. Donc là, c'est un modèle vraiment... Non, mais c'est important aussi d'expliquer les différences, et c'est aussi pour ça qu'on se rejoint aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs manières d'entreprendre dans les services à la personne. Donc, Je vous interromps, on vous a entendu un truc. Tout de suite, ce qu'a dit Monique, c'est un commerçant indépendant. C'est une révolution, ça, dans le secteur. Vous montez une boîte de services à la personne et vous appelez ça, vous êtes un commerçant. Mais il y a 10 ans, vous faisiez huer si vous disiez ça. Aujourd'hui, dire je fais du commerce dans les services à la personne, on peut. Ça, c'est une révolution. Et grâce au système coopératif, on peut aussi faire du business dans d'autres secteurs que les services à la personne. C'est ça aussi tout l'intérêt de rejoindre une coopérative de services à la personne. Et puis tout à l'heure, quand je vous ai parlé très brièvement de qui j'étais et d'Accessap, je vous ai parlé de transformation digitale, on en a déjà aussi parlé tout à l'heure. Et je vous ai aussi, et on en a parlé aussi de services à valeur ajoutée. La différence et le petit plus, et pas des moindres chez Accessap, c'est qu'on contribue aussi à votre entrepreneuriat sur le marché des services à la personne, par notamment la transformation digitale. Et je vous parlais de facilitateurs et d'accompagnateurs. Au quotidien, nos adhérents entrepreneurs se reposent intégralement sur leur coopérative pour toutes les questions juridiques, fiscales, comptables,
Donc tout ça, c'est des démarches qui sont absolument entreprises par la coopérative et non pas par vous, entrepreneurs. Et puis, on facilite le quotidien de nos adhérents par l'apport de valeurs à service ajouté qui vont vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise et dans la gestion de votre activité sur les services à la personne. L'objectif, c'est quoi ? C'est de vous laisser faire votre métier, en fait. Souvent, dans les services à la personne, les entrepreneurs sont des toutes petites structures, des personnes seules ou avec très peu de collaborateurs. Et vous vous lancez souvent par passion et parce que vous faites aussi un métier. Et votre métier, il n'est pas forcément d'être entrepreneur. Votre métier, il est de délivrer des prestations. En général, c'est ce que vous savez faire. Être entrepreneur, c'est compliqué au quotidien. Je pense que les témoignages qu'on a déjà entendus précédemment le prouvent. Et puis, voilà, chez Accessap, notre promesse, c'est ça. C'est de vous aider à devenir entrepreneur dans les services à la personne en vous facilitant, d'une part, toutes les démarches pour adresser le marché. Et dans un second temps, une fois que vous avez rejoint la structure, c'est dans votre quotidien d'entrepreneur pour que vous puissiez être vraiment dédié à votre métier. J'ose à peine poser la question. On avait peu de franchisés dans la salle tout à l'heure. Y a-t-il au moins un coopérateur ou une coopératrice ? Non ? Bon, ouais. Bon, vous avez du champ devant vous. Arnaud Dugluet, qui paye tous ces services, ces besoins ? D'abord, quand on parle de service à la personne, c'est un service extrêmement administré, donc il y a effectivement des associations. 50% de votre dépense, taxe, URSSAF, tout ça compris, est déductible de l'impôt du bénéficiaire, du client, de l'usager, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ça, il y a quand même une incitation fiscale forte de l'État. Alors, il y a plein de bonnes raisons, mais si c'était fait comme ça, notamment le plan Borloo, qui a structuré le secteur et qui a permis l'émergence d'une offre entrepreneuriat classique dans le secteur, ce plan Borloo a aussi été fait pour diminuer le travail au noir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui emploie une femme de ménage, un jardinier au travail au noir, il n'a rien compris. Honnêtement, il n'a rien compris, parce que déduction immédiate, etc. Enfin bref. En même temps qui paye, moi, il y a un truc qui me gêne quand on parle de service à la personne, tout ça, c'est quelquefois on entend parler de services dits de confort et des services pour les personnes âgées, pour les personnes dépendantes, etc. Comme s'il y avait d'un côté la bénédiction divine, vous aidez la société, les personnes âgées, les vieux, les machins, etc. Et puis de l'autre côté, non, vous avez les services de confort. Ah, vous faites du confort. Vous demandez à une mère de famille qui habite à Issy-les-Moulineaux, qui doit bosser chez Mickey et qui doit faire garder ses gamins tous les jours, qui doit se cogner 1h30 de RER, si c'est du confort que de se faire garder des gamins. Bon. Donc moi, j'aime pas ça déjà. J'aime bien, le terme de service aux personnes, ça me parle plus. Ça. Mais c'est surtout qu'on dit souvent que le crédit d'impôt qui est alloué au service à la personne, c'est un crédit d'impôt qui est donné, qui est pour les riches, en tout cas les populations plus aisées. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et ça en est totalement la preuve. C'est un crédit d'impôt justement pour que les populations plus modestes puissent accéder à des services qui vont leur faciliter le quotidien. Oui, ça c'est. Alors, mais le financement, ça reste le nerf de la guerre. Alors, mais, si vous avez un projet, à chaque fois, vous rentrez là-dedans, mais c'est qui paye ? Aujourd'hui, je crois qu'on attend beaucoup de l'État. On est un pays comme ça, où ça a été... je ne sais plus si c'est jacobin ou girondin, peu importe. Et en tout cas, on a un pays où c'est tout administré, où l'État devrait, où il n'y a qu'à Faucon. On est déjà le pays où il y a un taux d'imposition le plus fort et où le taux de... Si vous créez une entreprise, bon courage, parce que c'est bienvenue en France. C'est là où vous payez le plus de cotisations sociales, d'impôts divers et variés. Bon. Et donc, en même temps, on va bel et bien, pour créer des services autres, on va bel et bien devoir sortir un peu de ce champ-là. Et demander à Google, à Apple et à d'autres, s'ils s'interrogent du crédit d'impôt, s'ils peuvent en profiter, je pense qu'ils le feront, mais s'ils s'interrogent du crédit d'impôt pour vous vendre une Apple Watch qui demain surveille votre cœur, etc., etc. Et je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme entre des usagers. Quand vous êtes usager, quand vous êtes un client, vous pouvez choisir et vous pouvez partir. Quand vous êtes un usager, vous n'avez que le droit de subir. Moi, quand je suis un usager, quand j'attends mon métro et qu'il y a une grève et que ça ne vient pas. Moi, je suis un usager. Là. Mais autrement, vous allez avoir
au quotidien, vous achetez des services dont vous n'attendez pas un remboursement. Je pense qu'il y a tout un tas de services aujourd'hui qui vont se développer, des services de confort ou d'accompagnement du vieillissement, qui ne vont pas être déductibles ou qui vont pas être et que vous allez quand même acheter. Et notamment, on va voir arriver, à mon avis, dans les 5 ans, je pense, mon pari, le secteur assurantiel qui va débarquer dans le financement de ce vieillissement et de cette dépendance. J'allais vous redonner la parole, merci, Corinne. C'est gentil. Sur la notion du crédit d'impôt, moi, quand je vois d'un seul coup le bénéfice de ce crédit d'impôt immédiat dans notre secteur, alors Jean-Louis Borloo a fait énormément parce qu'il a fait émerger, il a créé le secteur. Et le crédit d'impôt, il faut quand même mesurer. Moi, j'en parlais pour mes bénéficiaires, personnes âgées, qui commandent des repas. Jusqu'à aujourd'hui, cette année, on attendait son crédit d'impôt l'année d'après, qui était calculé sur l'année d'avant. Donc on pouvait devoir de l'argent à l'État, le rembourser, ou on pouvait aussi attendre de l'argent quelques mois. Aujourd'hui, le crédit d'impôt devient immédiat par phase, l'a dit notre ministre, effectivement, puisque on est rentré métier par métier. Les personnes âgées et l'APA notamment n'en sont pas encore, mais l'année prochaine. Mais ce qui est quand même incroyable avec ce crédit d'impôt immédiat, c'est que d'un seul coup, des bénéficiaires qui n'avaient pas accès à nos services, parce qu'ils devaient faire l'avance de l'impôt, ont accès à nos services. Et ce que je trouve incroyable aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que, oui, il y a des gens qui prenaient une femme de ménage au noir parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils ne pouvaient pas attendre le crédit d'impôt. Aujourd'hui, qui sera assez fou pour encore avoir une femme de ménage au noir alors qu'on va payer la même somme à un prestataire pour avoir du personnel de qualifié, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, formé, accompagné, qui va monter en compétences. Donc, je trouve ça assez... Alors, elle a annoncé encore peut-être une prochaine mesure, notre ministre, sur la clause de l'exclusivité. C'est assez technique, on ne va peut-être pas non plus en parler là, mais ça montre quand même, elle a été très émotive, elle a exprimé beaucoup de choses, mais j'ose espérer, moi pour être là depuis longtemps, que ce sont de forts indicateurs sur des leviers qu'on va lever au fur et à mesure pour permettre justement de servir encore plus de personnes fragilisées, quel que soit leur âge, et puis aussi de nous permettre, nous, acteurs de service à la personne, de rémunérer, de faire évoluer correctement nos collaborateurs, parce qu'on parle toujours et encore de reconnaissance de nos métiers et d'attractivité de nos métiers. Et ça, moi, j'en entends parler depuis 30 ans, ça me rend folle. Donc voilà, donc je me dis, peut-être qu'on commence à mesurer le bénéfice que notre secteur, qui œuvre depuis longtemps, va enfin avoir des services de l'État. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on est quand même accompagné par un tout jeune futur client dans la salle. Oui, c'est formidable. Je trouve ça, sur le plan symbolique, merveilleux. Corinne Duplat, je voulais simplement vous reposer la question sur les franchises. Il en existe beaucoup en France ou pas du tout? Alors, de franchises franchises destinées à ce marché. Écoutez, si vous venez au salon de la Franchise Expo au mois de mars, vous pourrez constater les services à la personne n'étaient rien il y a quelques années. Maintenant, on est un vrai pôle de services à la personne. Donc, oui, c'est pas... Alors, c'est comme d'autres secteurs d'activité, si vous voulez. Notre secteur, il a émergé. Il a été un peu atomisé à un moment. Il y avait des milliers de structures qui se créaient. Et puis on se professionnalise, on se structure. Donc, il y a énormément d'enseignes de services à la personne. Moi, dans ma ville, à tous les coins de rue, je vois des enseignes, je ne cite pas, c'est des collègues et concurrents quelquefois. Mais quand je vois le travail qui est mis en œuvre, le professionnalisme de ces structures, et j'ai commencé moi de zéro dans un monde où les services à la personne n'existaient pas, où la franchise n'existait pas. Et quand je vois ce qu'on apporte, ce clé en main en coopérative ou en franchise, mais je me dis, mais mon Dieu, c'est tellement confortable, pourquoi s'en priver, franchement? Et puis, je trouve ça un peu... Alors, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes dans la salle, je voudrais trouver le mot approprié, un peu casse-figure, quoi, d'aller monter aujourd'hui à côté de de franchises qui ont une renommée nationale, voire internationale pour certains, sa boutique de service à la personne et d'avoir les moyens pas que de lutter contre ça, mais de trouver sa place. Donc là, je trouve ça remarquable. Donc voilà, après, je vous ai dit, je ne vends pas la franchise, je vends juste
la facilité à accéder aux services à la personne et à professionnaliser nos métiers. Je le dis pour vous parce que vous ne le direz pas. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « La gestion des RH dans les SAP ». Vous dites SAP, hein, vous volontiers. Oui, SAP ou SAP. Oui, SAP. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais... Alors, gestion des RH dans les SAP ou les SAP, aux éditions Wolters-Kluwer. Je le cite. Mais je l'ai écrit il y a longtemps. Alors, il doit être réactualisé. Quand il n'y avait pas de convention collective, quand j'ai expliqué, effectivement, ça me tenait déjà à cœur, que recruter, adapter au poste de travail, faire monter en compétences et fidéliser ses collaborateurs, c'était tellement important, à tel point que j'ai réussi à en écrire un livre. Donc, oui, mais c'est toujours d'actualité, ça ne change pas. Michael Carré, vous dites que vos métiers, et ceux de où j'en suis, ceux de nos auditeurs, hein, les vôtres, ils n'ont de sens que s'ils riment avec un impact social, économique et écologique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Que c'est tout à fait correct, mais je voudrais juste rebondir. Volontiers, hein, si vous pouvez rebondir sur les propos des. Vous remarquerez qu'on a très très peu abordé du financement sécu, alors qu'on est parfois à la frontière des sujets sanitaires ou autres. L'ergothérapie, donc ma boîte Merci, on a un parfait exemple, puisque les prestations d'ergothérapeutes, qui sont des paramédicaux, sont remboursées par la Sécu quand on s'adresse à un public d'enfants, et pas du tout remboursées par la Sécu quand on s'adresse à un public de personnes âgées ou d'adultes en situation de handicap. C'était juste pour la réflexion, parce que ça aussi, ça pourrait évoluer, et ça pourrait aussi simplifier le développement de nos marchés. Alors, cet impact... Sur la partie impact, je pense que nous, entrepreneurs, au sein de cet écosystème, on a effectivement une responsabilité forte. Alors, on a déjà utilisé le mot de responsabilité sociétale ou autre, mais on a une responsabilité forte en tant que telle. Au-delà des dimensions fondamentales d'engagement, d'empathie, que beaucoup d'entrepreneurs autour de la table et dans la salle ont déjà, on doit de plus en plus effectivement se poser la question, garder à l'esprit en permanence que nos décisions ont de l'impact. Dans les faits, cela va se matérialiser à la fois en interne de nos structures et dans nos relations avec les partenaires, avec les clients, les bénéficiaires, ça dépend après des cas. Je crois, moi, à l'ancrage local, au partenariat public-privé, entreprises, associations, et c'est pas simple, ça fait 20 ans que j'en monte, ça marche parfois c'est plus compliqué. Je crois au salariat, alors c'est un modèle bien rare, par exemple, dans mon champ de l'ergothérapie, où, Merci Julie, n'a que des salariés, exclusivement quasiment en CDI, et effectivement, ça me permet d'investir lourdement dans leur formation, ce qui est un gage de qualité a priori pour les partenaires et pour nos bénéficiaires. Je crois aussi à la gouvernance démocratique, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'entrepreneuriat, mais je pense qu'il y a une notion importante aussi qui se développe en France aujourd'hui, c'est l'intrapreneuriat. Et donc, en fait, ouvrir le capital de nos structures, alors, quel que soit après le statut qu'on voit à nos salariés, ça me paraît important. Moi, cette année, dans la structure la plus jeune de mon groupe, j'ai cédé 40% du capital à l'ensemble des salariés pour une somme symbolique. Je pense que ça va être que les formes pour entreprendre vont continuer à évoluer et aller dans le sens de l'alignement d'intérêts entre toutes les parties prenantes. Bon, après, juste, je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas simplement de limiter nos impacts négatifs à ces différents niveaux, écologiques en particulier, mais bien, en tant qu'entrepreneur, d'innover aussi en matière d'usage, en matière de modèle économique, et public-privé, là-dessus, il y a beaucoup à faire encore, en matière aussi même d'organisation, et c'est ça qui va permettre, en fait, de développer, de booster ces impacts. Moi, sur Merci Julie, donc pour essayer de donner un exemple concret, en 2021, on a porté la création d'un nouveau concept qui s'appelle les ergothèques. Alors, en résumé, c'est du recyclage d'aide technique pour aider des personnes qui n'auraient pas les moyens d'avoir un fauteuil roulant ou autre, d'en avoir sans reste à charge. On le fait à l'échelle d'un département. Et pour vous dire que la puissance publique peut s'emparer de sujets d'innovation quand même, en 1 an et demi, on a 9 conseils départementaux qui nous ont confié, entre guillemets, les clés du camion. Donc c'est une réussite entrepreneuriale, c'est une réussite... Et on commence à mesurer après, il faut attendre 1 an moins. Donc les premières ergothèques ont plus d'1 an. On mesure vraiment les impacts. Donc économique, c'est facile parce que pas de reste à charge, il y a plus de personnes qui utilisent, etc. Social, c'est plus dur à mesurer, mais maintenant, on a des indicateurs qui permettent de le faire. Et écologique, c'est de plus en plus important dans notre société, avec l'accompagnement à distance, avec le fait d'avoir tout de suite sur place les bonnes solutions, les bonnes aides techniques, le fait de les faire tester sur place, on peut faire des choses intéressantes. Donc, je voulais juste souligner, parce que c'est pas, on a plein de propos variés, mais ça me paraît important, et c'est très compatible avec les sujets de scope et autres qui ont été évoqués tout à l'heure.
Gardez toujours ça à l'esprit, votre impact, vos impacts. Ça vous permettra aussi de vous différencier. Ça peut être, à mon sens, un facteur clé de plus en plus important, un facteur clé de succès dans vos projets divers et variés. Anne-Laure, en quelques secondes, le temps passe. Est-ce que vos 5300 coopérateurs que vous avez cités représentent un modèle social à leur tour? Vous pouvez préciser un peu la question? Pour rebondir sur les propos de Michael, est-ce que cette dimension est importante pour vos coopérateurs? Oui, forcément, la dimension sociale est toujours importante. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une activité, dans une société et aussi sur un marché qu'on adresse qui la ministre en a parlé. Je pense que tout le monde aussi autour de la table l'a dit tout à l'heure. L'aspect social, l'aspect humain est très important et donc forcément, on va toucher. Je pense que vous l'avez dit, on a 5300 adhérents aujourd'hui au sein de la coopérative Accessap, avec des profils très très différents, aussi bien par l'activité qu'ils adressent que par la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires qu'ils peuvent générer à l'année, leur niveau de maturité également. Je pense qu'il y a un vrai fil conducteur et une vraie valeur qui nous lie tous et toutes. Et je pense que c'est aussi ce qui est très important pour la coopérative, c'est la dimension humaine. La dimension humaine des métiers, des prestations qui sont adressées et surtout des publics auxquels on dispense, des bénéficiaires, des utilisateurs, des clients, en fonction de comment on les appelle. Et c'est vrai que ce sont des métiers où l'humain est très très important. Et c'est la dimension, je pense, la plus importante aujourd'hui et qui nous relie un peu tous et toutes au sein d'Accessap. Merci. Damien Cacaret, on va s'acheminer vers la conclusion. Vous êtes l'observateur que je décrivais tout à l'heure, cette veille sur le troisième âge, sur ce qu'on appelle la silver economy. Vous allez à 16h30 dévoiler un certain nombre de chiffres tirés d'une étude que Silver Valley a menée. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Significatif, bien sûr. Oui, bien sûr, merci. Effectivement, en tant qu'observatoire, donc Silver Valley sort une étude, donc c'est à 15h30. On m'a trompé. Alors, voilà, oui. Exactement, en salle, je crois, Asie 1. Donc on donne les résultats de cette étude qui s'appelle la France des seniors 2022-2027. Donc c'est véritablement une étude qui vient montrer quelle est la place des seniors dans notre société, quel rôle ils ont, quels engagements, je vous en ai un peu parlé, ils ont tout à l'heure. Et peut-être pour conclure, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quelques chiffres qui me semblent extrêmement importants qu'on tire de cette étude. Donc c'est une étude qui s'appuie, qui donne des résultats robustes sur plus de 1000 personnes interrogées, un panel, des cohortes, etc., qui respectent tout ce qu'il faut pour que ces chiffres soient vraiment intéressants à regarder et à étudier en profondeur. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante. Je vous disais que les seniors avaient atteint une certaine résilience. Et cette étude montre que 90% des seniors ont un moral d'acier. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a des seniors qui sont en bonne santé. Ça ne veut pas dire... C'est pas faux. Pardon? Entre 55 et plus. Mais on a... tout le monde est représenté, mais 90%. Et on a des personnes de 85 ans, 90 ans qui vous disent... On est en bonne santé, on a un moral d'acier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont engagés, ça veut dire qu'ils sont proactifs sur leur vieillissement. Donc, ils vont anticiper aussi beaucoup. La prévention est une notion qui va beaucoup ressortir. Un autre chiffre extrêmement important, et c'est ce qui fait que ce sont les amortisseurs sociaux, c'est la générosité de nos seniors. Un senior sur deux s'investit dans sa vie familiale, auprès d'un ascendant, d'un petit enfant, etc. Et on a mesuré économiquement cet amortisseur social, il y a 7 milliards par an qui sont réinjectés dans l'économie de manière informelle par les seniors en tant qu'aide quotidienne. Et donc ça, on le calcule comment? En moyenne, les seniors nous disent 200 € par mois, donc des 23 millions des personnes de 55 ans et plus qui donnent régulièrement, tous les mois, 200 €. C'est en moyenne, donc c'est de là où on arrive à sortir ce chiffre qui est assez incroyable, de montrer qu'on ne parle pas de 100 millions, 10 millions, voilà, c'est plusieurs milliards, 7 milliards
qui sont réinjectés de manière informelle dans notre économie. Et ça, notre étude voudrait aussi intercepter les pouvoirs publics dans cette période un peu compliquée de forte inflation, où on pourrait se dire les pouvoirs d'achat, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on veut montrer que, évidemment, cette économie informelle, elle a une place importante et qu'il faut la préserver. Il ne faut pas venir couper les pouvoirs d'achat des uns et des autres parce que ça viendrait déséquilibrer effectivement tout cela. Voilà, cette étude, elle montre aussi qu'il y a certains signaux faibles sur lesquels on peut travailler, on peut entreprendre, créer des produits et des services parce que les besoins sont là. Très rapidement, il y a un sujet par rapport à la transmission. L'étude montre qu'il y a un vrai gabegie des savoirs. Il y a seulement 2 seniors sur 10 qui transmettent aux entreprises, qui continuent à enseigner. Ils partent à l'âge de la retraite, mais ils partent avec un certain savoir, un bagage, notamment aussi sur le digital, sur le numérique. Il n'y a pas que les jeunes qui savent. Il y a aussi les seniors sur ces sujets-là. Et donc, voilà, on pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et important à faire sur le mentorat notamment. Comment est-ce qu'on peut continuer? Et à l'heure où on parle des réformes de retraite, on n'est pas là pour nous, chez Silver Valley, pour dire qu'il faut reculer l'âge ou l'avancer, etc. Ce n'est pas le sujet, mais de dire qu'on a des seniors qui ont des choses à transmettre et qui ne transmettent pas assez aujourd'hui en France. Le deuxième point, c'est la mobilité, extrêmement importante. On est en train de transformer nos villes. Évidemment, face à cette transition démographique, il y a aussi une transition environnementale, écologique. Nos villes se transforment, mais attention à l'agisme. Attention à l'agisme, c'est le mauvais regard qu'on porte sur la personne quand on transforme nos villes. Si demain, on n'a que des pistes cyclables et des monocycles, des trottinettes électriques, quelle place et quelle est la mobilité de nos seniors demain, avec beaucoup d'incivilité aussi, d'insécurité. Donc on veut attirer l'attention là-dessus pour dire qu'on peut transformer, il faut transformer. Il y a aussi beaucoup de choses à inventer pour que nos seniors puissent rester connectés avec la ville, la citoyenneté locale. Voilà. Merci Damien. Alors au risque de nous faire expulser, j'aurais quand même voulu dans la demi-seconde qui nous reste, la demi-minute qui nous reste, prendre 1 ou 2 questions si vous en avez dans le public. Sinon, il n'y a aucune obligation. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Non. Eh bien, écoutez, on va finir pile à l'heure. Il me reste simplement une annonce. Une annonce, celle de 2 grands rendez-vous aujourd'hui. Le handicap et la formation dans les métiers des services à la personne, c'est ici à 17h. Et demain, mercredi, place aux innovations à 14h. Ce sera dans la salle Europe. Eh bien, merci vraiment à tous nos invités. Merci pour votre attention et votre présence.